Plus de 50 points de base en une semaine, ou en 8 jours. 50 points de base, c'est 0,5%. C'est quasiment du jamais vu sur les taux d'intérêt souverains à 10 ans de la dette française. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. On est proche des 3,70% sur les taux à 10 ans français, souverains. L'envolée sur quelques jours, elle est quand même très brutale, vous en convenez? Oui, elle est même spectaculaire, parce qu'on a rarement vu un effet aussi fort en si peu de temps, mais elle n'est pas propre à la France, faut quand même le rappeler, c'est quand même un effet lié aussi au Bund allemand, les taux obligataires allemands qui ont fortement augmenté suite à l'annonce de la relance allemande, annoncé par le futur chancelier sur un plan de 500 milliards sur la défense et 500 milliards sur les infrastructures, ce qui va créer une relance importante qui peut mettre sous tension un peu l'économie européenne et son financement, et donc qui fait remonter les taux, ce qui est assez logique, mais par effet domino, ça a joué sur le taux français. Et donc, à la fois, j'allais dire, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça va coûter sur le refinancement de l'État, mais aussi de l'ensemble des entreprises, qui peut avoir un effet de diffusion. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est un signal positif, en fait. C'est cette hausse des taux, elle veut dire, en fait, que les marchés anticipent aussi plus de croissance et un peu plus d'inflation à long terme. Donc, l'interprétation, c'est pas juste une prime de risque. Il faut être prudent. C'est-à-dire qu'on a connu un moment, suite à la dissolution, c'est que les taux français ont monté. Ils étaient seuls à monter quand le reste montait pas. Et là, c'est beaucoup plus embêtant. Parce qu'il y avait à l'époque une défiance. Parce qu'il y avait une défiance spécifique Exactement. à l'égard de la France. Là, le spread franco-allemand, lui, pour le coup, il n'a pas bougé. Et donc, vous me dites que quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle parce que c'est 1500 plus 500 milliards, ça fait 1000 milliards d'euros d'investissement par l'Allemagne. Ça va ruisseler, c'est bon pour l'Allemagne, c'est bon pour l'Europe, c'est bon pour la France en termes de croissance? Oui, c'est j'allais dire, les Français, la France plaidait depuis longtemps pour que l'Allemagne joue un rôle plus moteur dans l'économie européenne, notamment le moteur interne, et arrête d'accumuler des excédents sur l'extérieur, notamment sur ses partenaires européens, avec l'idée que justement la dynamique interne de l'Allemagne n'était pas suffisante pour insuffler une croissance européenne, et notamment par les effets d'interconnexion entre le commerce au sein de la zone euro, qui est important. Et donc effectivement, quand l'Allemagne relance son économie, ça fait plus de croissance, ça fait plus de demande intérieure, ça fait plus de revenus, plus de salaires, et ça fait aussi plus d'exportation de ses partenaires. Et notre principal partenaire, ça reste l'Allemagne. Et donc forcément, c'est plutôt bon pour la France dans cette situation-là, surtout que il y a aussi une relance de l'industrie de la défense. Alors, on est le deuxième plus gros exportateur au monde de produits de l'industrie de la défense. Donc finalement, la France va bénéficier de cette relance allemande et voire même cette relance européenne. À quelle hauteur on peut le calculer déjà, les 0,2, 3, 5 points de croissance en plus que ça peut générer pour la France? C'est difficile, on est en train justement de faire de mouliner avec les différents modèles de commerce international et de voir aussi l'ampleur du choc budgétaire ou pas, parce que vous savez, on parle de quand même de montants sur 10 ans. Donc il y a aussi des effets de montée en charge qui sont compliqués parce que il faut que ce soit adopté, il faut que ce soit voté, et puis on voit que quand on parle d'infrastructure ou d'industrie de la défense, c'est des mesures qui prennent du temps à être mises en place, et donc il y a un effet de montée en charge. Mais certainement, ce qu'anticipent les marchés et les investisseurs, c'est que ça va avoir un coût, et donc il y aura la dette pour financer ça, et donc il y a forcément un effet sur les taux d'intérêt liés à cette hausse de dette. Et puis les investisseurs anticipent aussi une croissance potentielle supérieure à moyen terme qu'on retrouve dans les taux. Et donc finalement, on avait une divergence qui était très forte des taux américains par rapport aux taux européens. On voyait que les taux américains étaient relativement élevés par rapport aux taux européens. Depuis quelques mois, on voit une forme de convergence, c'est-à-dire que les investisseurs américains anticipent une croissance plus faible que prévue du côté américain, et pour le coup, c'est l'inverse dans la zone euro. On voit un rehaussement des taux longs qui signifie une croissance européenne qui pourrait être plus soutenue. Et donc ça, c'est un signal positif. Par contre, ça pose d'autres questions. Ouais. Donc c'est d'abord un choc sur les taux souverains allemands, qui ensuite, choc qui a contaminé, mais choc à la fois pour des bonnes raisons aussi, qui a contaminé les autres pays européens, parce qu'on voit
Effectivement, les taux allemands ont pris aussi 50 points de base, pareil ou peu ou prou pour les taux souverains espagnols ou italiens. Après, il faut le dire, cette flambée, encore une fois, des taux souverains français, ça complique l'équation budgétaire du gouvernement. Et donc, c'est une question peut-être aussi de le redressement de nos finances publiques et ce fameux retour sous les 3% en 2029, ça complique l'équation encore plus. Oui, alors, je voulais juste revenir sur un petit point, mais pour dire ça, et effectivement, c'est important parce que l'équation budgétaire va dépendre aussi de ces taux d'intérêt. Donc, la question aussi qui se pose, c'est est-ce que ce sursaut de taux, il est permanent ou est-ce qu'il est temporaire? Parce qu'on peut avoir un petit dégonflement. On va voir ce qui va être voté et les mesures qui vont être prises. Donc, peut-être qu'il y a une forme de surréaction des marchés à ces annonces-là. Donc, on va voir. Hein, donc, peut-être l'effet n'est pas permanent. L'autre point qui est important et que vous avez souligné, c'est de dire attention, là, c'est pas de la prime de risque, c'est une hausse des taux partout en Europe. Mais par contre, et effectivement, la conséquence, c'est le coût du refinancement. Une hausse de 1 point de taux, notamment, ça correspond, si vous voulez, pour le financement de l'État et la dette publique, c'est un coût supplémentaire. Si c'est 1 point de taux permanent, c'est 3 milliards de plus qu'il faut dégager la première année pour la charge d'intérêt. Et à l'horizon de 10 ans, vous êtes à plus de 30 milliards. Donc forcément, les taux d'intérêt sont un levier assez fort et même important sur l'équation budgétaire. Là, j'allais dire, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça va nous coûter plus cher, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on aura aussi plus de PIB notamment. Donc il faut regarder un peu ces deux facettes économiques. On ne sait pas qui va l'emporter. Qui va l'emporter entre le fait d'avoir plus de recettes, plus de PIB et des charges d'intérêt plus élevées? Alors, à court terme, c'est les charges d'intérêt qui vont quand même un peu plus jouer, même si la dette se renouvelle pas tout le temps, parce qu'on voit bien que les effets sur le PIB, ils vont pas être immédiats. Le problème, c'est que les effets sur le PIB sont pas immédiats. Par contre, on va renouveler 300 milliards de dettes cette année, l'année prochaine. Donc ça, par contre, vous le prenez tout de suite. Après, une autre question qui se pose sur l'économie, c'est est-ce que cette hausse de taux long, qu'on voit pas sur les taux courts, parce que les taux courts sont en train de baisser. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on a des taux à court terme et des taux directeurs des banques centrales qui baissent et des taux longs qui montent. Quelle est l'influence sur l'économie réelle? C'est-à-dire sur le crédit aux ménages, sur le crédit aux entreprises? C'est quoi qui l'emporte en fait? Est-ce que les banques vont baisser leurs taux d'intérêt parce que les taux courts baissent ou est-ce qu'elles vont au contraire plutôt les augmenter parce que les taux longs augmentent? Et vous voyez, c'est pas simple comme équation. Donc cette diffusion aujourd'hui des évolutions de taux, elle est complexe parce qu'on a un spread entre taux courts et taux longs qui évolue et qui a des effets économiques qui peuvent être assez complexes. Donc on se dit quoi? Parce que j'ai comme le chiffre aussi que les intérêts versés par la France à ses créanciers, donc ce qu'on appelle la charge de la dette, c'était déjà 59 milliards l'an dernier, ça passera à 67 cette année, et on sera à 100 milliards en 2028, c'est ce que nous dit Bercy. Mais ça, c'était avant la flambée là, des 50 points de base depuis quelques jours. Potentiellement, ça pourrait nous coûter plus cher. On se rend compte des montants en jeu. 100 milliards, Oui, non mais 100 milliards... Et 2028, c'est après-demain. Oui, c'est après-demain, on va être proche des 3 points de PIB, en fait, parce que ça va être le niveau de taux qu'on pourra avoir. On a bénéficié, alors il faut quand même avoir ça en tête. Alors il y a deux choses, c'est que Bercy est assez prudent en fait dans ses prévisions de taux. Quand ils mettent les 100 milliards, en fait, c'est déjà avec des taux qui sont relativement élevés. Donc en général, ils sont plutôt prudents sur ce côté-là. Donc la flambée qu'on connaît, c'est pas c'est pas complètement en dehors des clous de ce qu'ils avaient mis dans leur prévision de taux à long terme. Donc ça, c'est le premier point. Oui, pardon, je vous coupe. Quand on passe de 67 milliards cette année de charges d'intérêt à 100 milliards dans 2 ans, enfin dans 3 ans, les 33 milliards d'euros, c'est la montée en puissance des dépenses militaires qu'on ne financera pas pour rembourser les créanciers. Enfin, non, pas rembourser, pour payer les intérêts. D'accord, mais bien sûr. Donc c'est un problème. Sauf que effectivement, c'est un peu la remontée des taux. Je compare un peu à l'effet de l'iceberg, c'est-à-dire que quand les taux sont bas, en fait, on ne voit pas la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire la dette. Par contre, quand les taux remontent, forcément, tout votre stock de dette devient beaucoup plus coûteux. Et donc, l'exception a été la période des taux zéro, où en fait notre dette ne coûtait rien, et donc même on avait des charges d'intérêt qui étaient très basses. On s'est retrouvé avec à peine plus de 1% du PIB de charges d'intérêt en 2022 ou 2023, je sais plus. Et aujourd'hui, la remontée des taux nous ramène à des charges d'intérêt qui sont à peu près celles qu'on avait avant crise, C'est-à-dire, même en 2007, notre charge d'intérêt nous coûtait 3 points de PIB par an. Là, on passe... sauf que le volume de dette était plus faible, évidemment. Et voilà, le volume de dette était plus faible. Donc ça, c'est l'autre problème. Donc la question, c'est du coup la soutenabilité des dettes avec une montée des taux, mais en économie et en macroéconomie,
j'allais dire, l'indicateur le plus important, on parle de R-G, c'est le taux d'intérêt par rapport à la croissance. Et alors, si les taux montent, allez, on fait le calcul ensemble. C'est la grande question. C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est loin d'être évident parce que, au fond, cette hausse de taux s'accompagne peut-être on espère, d'une hausse du G, de la croissance. Et donc, si vous voulez, c'est là où ça pourrait être neutralisé. Ce qu'on craint le plus, en fait, c'est que le taux d'intérêt remonte sans que le taux de croissance remonte. Et là, ça devient une catastrophe. C'est ce qu'on appelle l'effet de boule de neige sur la dette. Et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Aujourd'hui, si on fait le calcul du G, enfin G pour growth, pour croissance, si on fait le calcul, ça donne quoi aujourd'hui quand on regarde la différence entre la croissance et en fait, ce qu'on appelle la croissance... alors, c'est très simple. On est à 0,7 de croissance, a dit la Banque de France, je crois. Oui, mais on parle de la croissance de long terme, qui est plutôt autour de 1,2, 1,3, on va dire. Et puis, il faut ajouter l'inflation. On parle de taux d'intérêt nominaux. Là, donc, en fait, on a un taux à 3%. En gros, de croissance, une croissance de long terme nominale, avec les prix 3%. Et on est à 3,5 sur 10 ans français. Voilà. Donc, là, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faudrait que, si on reste à 3,5, on a effectivement un R-G, qui est pas en notre faveur, hein, et donc ça veut dire qu'il y a un petit effet boule de neige. Ou alors il faudrait que le G soit plus élevé. C'est là aussi que l'inflation peut jouer. Enfin bon, il y a d'autres facteurs, mais c'est un des déterminants forts. Et c'est pour ça. Mathieu, juste parce que juste pour finir là-dessus. Oui, laissez-moi finir. Là, juste là-dessus, ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'annonce récente et la hausse des taux qu'on a eue, il y a quand même une hausse de croissance et du G qui est attendue, de la croissance. Et donc c'est pas une hausse de taux isolée sans croissance. Donc pas d'inquiétude particulière, c'est ma question. Ce qui n'a pas été le cas, et moi ça m'inquiète moins, ça, que ce que j'ai vu cet été. Par exemple, avec une prime de risque, un spread qui était propre à la France. Ouais. Qui veut dire qu'en fait les investisseurs craignaient justement sur la crédibilité de la France. Là, c'est pas du tout le même signal. Bon, il faut faire mouliner tous vos modèles pour savoir combien ces 1000 milliards de plans d'investissement allemands vont générer comme croissance chez nous. Exactement. Mais en tout cas, il faut prendre en considération l'origine de la hausse des taux. Voilà, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, salut. Merci David, ciao. Merci.